En Île-de-France, nous avons des champions reconnus que nous envions dans le monde entier en matière de mobilité. La plupart sont ici avec nous, dans la tribune et dans la salle, et je tiens à les remercier très vivement de la fidélité à Paris-Île-de-France Capitale Économique. Nous sommes dans un monde qui bouge. Il faut savoir adapter l'économie au monde de demain, qui est devenu déjà le monde d'aujourd'hui. Notre benchmark que vous avez dans votre dossier, que nous réalisons chaque année avec KPMG, sur l'attractivité Global Cities, montre chaque année combien la compétition est féroce. Vous, Augustin Romanet, vous l'avez très bien compris. Vous avez compris l'exigence pour ADP d'être parmi les meilleurs pour accueillir le monde chaque jour. Et on connaît tous dans cette salle et bien ailleurs votre détermination et l'énergie que vous mettez pour concrétiser enfin ce projet. D'ailleurs, on voit bien que depuis que vous avez pris les commandes, le projet est à nouveau sur le rail, que le Premier ministre a annoncé qu'il sera fait. Mais est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'on sera prêt pour accueillir les Jeux et l'Expo 2025? Je vais arriver, Monsieur Lamy. Est-ce que vous serez prêt? Vous serez prêt pour respecter les délais de 2023? Est-ce que le projet sera assez suffisant pour les financiers internationaux pour qu'il soit financé en temps en heure? Dites-nous un peu comment vous voyez les choses, en sachant que le facteur temps, bien entendu, est essentiel. Les ingénieurs disent il nous faudrait un métro comme ci, comme ça, qui soit plus performant, donc il faut peut-être faire 2 ans d'études de plus. Ou alors, il faut faire un appel d'offres dans telle et telle condition, donc il faut faire 2 ans de plus, etc., etc. Donc, moi, je m'engage personnellement à quitter la tête d'Aéroports de Paris si j'acquiers la conviction que le projet n'est pas fait en 2023. Je le dis pour une raison simple, c'est que spontanément, tout est réuni pour que le projet n'aboutisse pas en 2023. Parce que spontanément, les pouvoirs publics, nous collectivement, nous ne travaillons pas comme les meilleures entreprises du monde. Dans les meilleures entreprises du monde, l'information circule à la vitesse de la lumière. Quand vous assistez à un cocktail en Nouvelle-Zélande et que vous avez une information privilégiée, vous la transmettez tout de suite à New York et donc elle est connue la veille à New York. Nous, il faut attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous avec le sous-chef de la mission de préfiguration qui va dévisager l'envisagement du projet. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, je blague un peu, mais parce que vous savez que je suis très motivé. Ce projet CDG Express se fera. Je salue l'engagement d'Elisabeth Borne, avec qui je sais que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai eu Guillaume Pépi il y a 10 minutes au téléphone et nous sommes convenus de nous parler autant de fois que faire se peut. Jean-François Carinco, qui était là, je ne sais pas s'il est encore ici, mais nous soutient totalement. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que même si ce projet n'est pas parfait, même si ce n'est pas une ligne automatique qui dit papa-maman comme tout le monde en rêve, nous nous sommes engagés, lorsque nous avons déposé le dossier aux Jeux Olympiques de 2012, donc en 2002, nous avons dit au COJO, nous nous engageons à faire CDG Express, et même si nous n'avons pas les JO, nous le ferons. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à déposer un nouveau dossier pour les futurs JO, et nous allons devoir expliquer au COJO pourquoi on n'a pas dit ce qu'on avait fait. Donc moi, je dis que collectivement, au-delà même de la nécessité pour CDG d'être relié de façon prévisible au centre de Paris, c'est une question de dignité de notre pays. Maintenant, collectivement, si cette ligne n'est pas faite en 2023, s'y sont engagés le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports, le ministre des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, nous, sous-officiers en quelque sorte, nous n'avons aucun motif de ne pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle, collectivement, on est heureux de faire partie de cette équipe de rugby qui va essayer de marquer l'essai en 2023. Quand tu rencontres avec nous dans le roadshow les investisseurs internationaux, tu as constaté quelle est vraiment l'attente, très forte attente que suscite ce projet, parce que ça crée effectivement, ça met en valeur des pôles tout autour des gares, mais pas seulement, il met en valeur de nouveaux territoires. Et surtout, c'est quelque chose que peut-être on ne se rend pas bien compte, nous, en France, mais c'est un projet qui est complètement financé par l'État, donc par les contribuables. Et donc, toutes les possibilités d'investissement sont autour. Les autres grands projets de ce type, d'ailleurs, il y en a peu dans le monde, sont financés souvent par le privé ou en public-privé. Donc, vous comprenez l'appétence qu'il peut y avoir de la part des investisseurs de se retrouver avec tout aménagé, tout investi, tout prêt pour investir. Alors, nous avons fait pas mal d'études, vous à la Société du Grand Paris, nous aussi. On a calculé que ce projet du Grand Paris pourrait, dans les 10 ans, drainer 250 milliards d'investissements, créer 1 million d'emplois et doubler la croissance. Donc, une lourde responsabilité qui est la tienne, parce que tu as aussi enclenché cette dynamique avec le système de transport
et créer toutes ces attentes. Est-ce que tu peux mesurer maintenant quel est l'impact actuel économique du Grand Paris Express? Oui, je crois que c'est intéressant de rappeler que l'impact économique est à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. On a réuni il y a quelques jours avec Business France de très nombreux économistes internationaux de tout pays qui ont confirmé une fois de plus le rôle central du développement des métropoles dans le développement économique de nos pays les plus avancés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est évidemment la nécessité pour ces métropoles de se doter des infrastructures nécessaires, modernes. Alors, l'impact économique, évidemment, il est direct, à court terme, avec les travaux. Je rappelle que d'ici un an, on aura engagé 3 milliards d'euros de marché de travaux publics. C'est absolument considérable, évidemment, compte tenu notamment de la conjoncture actuelle. Et des effets à long terme, les études économiques coïncident pour dire que c'est environ 10% de PIB en plus induit en région Île-de-France, c'est-à-dire 60 milliards sur 600 milliards. Donc c'est absolument considérable. Au niveau des emplois, il faut être plus prudent, c'est une fourchette entre 100 et 300 000 emplois supplémentaires. C'est aussi, au niveau économique, une façon de conforter les emplois qui dépendent de l'attractivité internationale. Une partie de ces emplois ne sont pas définitivement acquis. Les emplois des entreprises internationales implantées en Île-de-France sont très nombreux, mais aussi les secteurs économiques qui dépendent directement de l'attractivité. Augustin Romanet a cité le tourisme, bien évidemment, on pourrait aussi citer l'industrie culturelle, les foires et salons, partie du tourisme. Donc, conforter et développer, si possible, ces emplois directement liés à l'attractivité internationale. C'est aussi la diversification des pôles de développement en Île-de-France qui va être supportée par l'arrivée du métro automatique, conforter bien sûr les grands clusters, mais aussi équilibrer davantage l'agglomération avec de nouveaux pôles de développement. C'est aussi l'innovation, on l'a abordé dans la première table ronde, l'innovation, notamment l'innovation numérique, mais aussi l'innovation technique. La réduction des déséquilibres sociaux que permet la répartition de ces lignes de métro sur l'ensemble de l'agglomération, les gains environnementaux qui sont loin d'être négligeables et l'augmentation de la productivité attendue avec les gains de temps pour les transports quotidiens domicile de travail. Donc on voit que les effets économiques en fait cumulés du réseau, et c'est ce qu'on calcule d'ailleurs dans la valeur actualisée nette du projet, sont tout à fait divers et considérables. Innover pour réussir signifie donc, bien entendu, intégrer aussi toutes les meilleures innovations pour que le Grand Paris soit la vitrine de l'excellence dans les transports et de toutes les meilleures innovations, y compris pour l'exporter. Donc une double vitrine, à la fois ici, pour améliorer la qualité de vie des Franciliens, mais aussi la vitrine de l'excellence. Nous sommes convaincus à Paris-Île-de-France, capitale économique, que c'est vraiment l'occasion pour la France de redevenir un modèle de développement urbain. Les villes du futur doivent pouvoir s'inspirer beaucoup plus du modèle français que des villes américaines, et en capitalisant bien entendu sur l'expertise qui nous est reconnue de nos grands champions en matière de gestion urbaine qui sont souvent présents à la salle. Alors, quel est le rôle qui va jouer et qui joue déjà la RATP dans ce processus sans précédent de rénovation, de réinvention, de mutation du développement des transports? Et cette ligne 14, ça sera, après son prolongement vers Orly, vraiment la colonne vertébrale du Grand Paris. Et donc, les travaux sont en cours. Demain, cette ligne accueillera 1 million de voyageurs dans une ligne totalement automatique. Donc, c'est déjà un des premiers engagements de la RATP. Puis, dans le même temps, on poursuit le développement du réseau historique avec 3 autres prolongements de lignes de métro, la 4 vers le sud, la 12 vers le nord, la 11 vers l'est. Et donc, on est vraiment en train de relier des nouveaux territoires, de donner des nouvelles opportunités de déplacement aux habitants de ces territoires et puis des nouvelles opportunités de développement pour les entreprises. Un grand enjeu, c'est bien de connecter aussi le réseau historique au futur réseau du Grand Paris. Et donc, on a un travail important entre la RATP et la Société du Grand Paris pour ce qui nous concerne, pour assurer des bonnes relations entre les lignes historiques et les nouvelles lignes du Grand Paris. En particulier, sur la ligne 15 Sud, on va avoir 8 stations qui seront en correspondance entre le réseau historique et cette nouvelle ligne du Grand Paris. Donc, on a effectivement un Grand Paris en marche dans ses développements, mais je voudrais aussi insister sur le fait que l'enjeu de la modernisation du réseau existant est aussi très important. Il ne faut pas qu'on ait demain
un réseau historique qui soit le réseau du passé et puis le nouveau réseau moderne. Et donc, on a un programme d'investissement très important pour moderniser le réseau existant, avec notamment l'appui de notre autorité organisatrice, le STIF, où on va investir 8,5 milliards d'euros dans les 5 prochaines années, près d'1,8 milliard dès cette année, à la fois pour renouveler l'infrastructure, par exemple avec les travaux de renouvellement des voies et du ballast du RER A. Alors c'est évidemment une gêne, puisqu'on le fait en interrompant le trafic pendant 4 semaines pendant l'été, mais c'est quand même le gage d'un réseau de qualité sur lesquels on voyage en toute sécurité et avec une meilleure régularité. Et puis les investissements, c'est aussi le renouvellement du matériel roulant, qui est quelque chose de très visible pour les voyageurs. On aura terminé l'an prochain le renouvellement et le passage à 2 niveaux dans des rames modernes du RER A. Je sais que la présidente de région souhaite qu'on accélère le renouvellement du matériel roulant. Donc, évidemment, la RATP est motivée pour accélérer le renouvellement de son matériel roulant. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'effectivement, la modernisation, c'est aussi des nouveaux services, des espaces plus accueillants, et c'est un des axes importants des investissements qu'on doit mener sur les réseaux de transport, développer les services et des espaces plus accueillants. Donc, c'est comme ça que la RATP est dès aujourd'hui mobilisée pour faire le Grand Paris des transports de demain. Mais vous avez aussi la capacité, vous le montrez déjà, de gérer l'ensemble de toute une gamme d'activités. Je pense au réseau de bus à zéro émission, des innovations sur les nouvelles formes des transports partagés. On y reviendra avec Blablacar. Et sur tout le territoire, et y compris sur le territoire du Grand Roissy. Que pouvez-vous dire de vos ambitions, justement, en termes d'innovation, en termes de changement d'usage? Quels sont vos projets en cours? La mobilité, j'ai bien dit mobilité, est essentielle. Et une mobilité qui soit à la fois efficace et une mobilité qui soit aussi respectueuse de la cohésion des territoires. Et c'est quelque chose d'important pour l'Île-de-France. Alors, il y a un sociologue américain dont j'ai oublié le nom qui a distingué 4 âges dans la mobilité. Le premier âge déterminé par le paradigme du flux était celui où c'était l'offre qui prédominait, et donc il était déterminé par l'offre. Le deuxième âge, c'était celui du déplacement, et là on a raisonné en termes de réseau. Le troisième âge, celui où on est actuellement, c'est celui du mouvement, et lui il est déterminé par la demande et l'intermodalité. Et celui que nous devons préparer, le prochain, c'est celui du rythme, et sur lequel le numérique va être très, très important, et qui, lui, est déterminé par la temporalité. Alors, si on ramène ça à la situation du Grand Paris et des projets, je crois qu'il faut distinguer trois grands éléments. Le premier, c'est de bâtir effectivement un réseau structurant. Alors, c'est le réseau de la RATP plus le réseau du Grand Paris, dont les lignes seront effectivement ouvertes à la concurrence. Et avec ma voisine ou nos successeurs, nous nous battrons pour au bénéfice des habitants de la région, offrir le meilleur service à meilleure qualité-prix. Il y a aussi le réseau bus, et celui-là, il ne faut pas l'oublier, et clairement dans la région Île-de-France, et quand je parle d'égalité des territoires, je faisais référence à ça. Clairement, le Grand Paris Express ne pourra pas desservir toute la région, et il aura besoin d'un complément et d'avoir des réseaux de bus qui viennent de l'ensemble, essentiellement de la Grande Couronne, pour venir apporter les passagers qui utiliseront le Grand Paris Express. Et là, la situation des gares est quelque chose de tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on précise de façon très, très, très fréquente à la Société du Grand Paris, c'est qu'il faut absolument que ces gares, alors je sais que ce n'est pas toujours facile étant donné les emprises, prévoient de l'espace suffisant pour permettre l'interconnexion entre des réseaux de bus ou des réseaux d'autres transports et le Grand Paris Express. Et on voit bien que les grands champions ont intégré que le numérique va changer radicalement les usages et qu'il faut s'y préparer et il faut même prendre une garde d'avance. Et alors, la preuve de ce changement, c'est que dans notre table ronde, à côté des grands champions, il y a un nouveau arrivant, un jeune champion qui fait maintenant partie des grands
Et je suis très contente que vous ayez pu venir parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude d'avoir souvent des startups à côté de nous, en sachant que vous, c'est un succès spectaculaire. L'entreprise que vous avez cofondée fait partie maintenant du cercle très restreint des licornes. Ces entreprises digitales valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et j'ai vu qu'il n'y en a que 134 dans le monde. Est-ce bien ça? En fait, c'est parti déjà d'une énorme opportunité, d'un constat de sous-utilisation des ressources qui aujourd'hui font le service, qui sont le nombre de voitures que l'on a. Une voiture individuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui voiture individuelle, j'y reviendrai après, elle a quand même 4 ou 5 places, la voiture individuelle, donc ça c'est un truc qui est bon. Et, on appelle ça une voiture individuelle. Et ça coûte 5 à 6 000 euros à entretenir par an. Quand vous comptez les frais d'essence et de péage, mais aussi la dépréciation du véhicule qui est énorme, puisque vous achetez une voiture 20 000 euros, vous la revendez 10 000 quelques années plus tard, donc elle a perdu plusieurs milliers d'euros par an. Les frais de parking, les réparations, l'assurance, les PV éventuellement. Vous additionnez tout ça, ça fait 5 à 6 000 euros par véhicule par an. Et en France, on a 38 millions de voitures. 38 millions fois 5-6 000 euros, ça fait 200 milliards. Donc on dépense chaque année 200 milliards à maintenir l'intégralité de notre parc automobile. Donc c'est 10% du PIB qui passe dans la maintenance et l'opération de la car fleet, on va dire, enfin de la flotte de voitures de France. Ensuite, vous regardez l'usage. Les voitures passent 96% de leur temps arrêtées, stoppées, parquées, sans bouger. 0,5% de leur temps dans les bouchons, 0,8% de leur temps à chercher une place de parking. Et il nous reste 2,7% du temps où les voitures sont effectivement en train de rouler, en nous emmenant d'un point A à un point B, ce pourquoi elles ont été conçues. Quand elles roulent, 3 fois sur 4, il y a un conducteur à bord. Donc on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Il n'y a pas une compagnie de bus, de train, d'avion qui serait fière de venir sur un plateau comme ça et d'annoncer « Bonjour, alors ma flotte est immobilisée 96% du temps, je l'utilise pas beaucoup parce que je n'ai pas envie de l'user. Donc quand je l'utilise, c'est-à-dire 2,7% du temps, parce que le reste du temps c'est de l'effet Joule, enfin je vous expliquerai, mais en gros ça ne marche pas. Mais quand ça marche 2,7% du temps, je mets que le pilote dedans parce que je trouve ça plus intelligent. Okay. Non, mais honnêtement, c'est ça l'équation, quoi. Donc, comme il n'y a pas un seul acteur économique qui s'est attribué l'optimisation, la maximisation de l'usage de l'intégralité de nos voitures, eh bien, il n'y a personne qui les gère, ces voitures-là, de manière intelligente et de manière collective. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on, grâce aux nouvelles technologies, on offre un moyen avec une plateforme qui, elle, centralise et fait tous les calculs qui vont bien pour mettre en relation les bonnes personnes au bon moment. Eh bien, cette plateforme-là qui fait que chacun devient en mesure de trouver l'utilisation la plus optimale des véhicules, eh bien, peut le faire grâce aux technologies, mais ce n'est pas un opérateur économique au sens opérateur de transport, c'est une plateforme technologique qui fait cette optimisation automatiquement et qui rend le service accessible à tout le monde au bout de leur téléphone portable.